Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, crise au Tchad, nouvelle rencontre sous la médiation de Félix Tshisekedi organisée hier mercredi dans la capitale Kinshasa. Le facilitateur a pu obtenir le retour d'un autre opposant, le docteur Hassan Barkaï, président du parti politique Union des forces démocratiques du Tchad. Et plus qu'une dernière étape avant la tenue proprement dite des législatives dans les circonscriptions de Yakoma et de Massi-Manumba, la campagne électorale, elle, a été lancée. Et aux États-Unis d'Amérique, la transition se prépare dans le calme et sans accroc. Donald Trump a rencontré son prédécesseur et désormais Joe Biden à la Maison-Blanche. Les deux personnalités ont affiché une entente surprenante. On découvre l'actualité ensemble. Bienvenue dans ce journal. C'est le troisième compromis trouvé grâce à la médiation de Félix Tshisekedi dans la crise politique au Tchad. L'opposition et le pouvoir se sont convenus du retour du docteur Hassan Barkaï, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad. Les deux partis étaient ici à Kinshasa. C'est en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la crise tchadienne que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé pour la troisième fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad et son opposition. À l'issue de la rencontre, le gouvernement tchadien, représenté par le ministre des Infrastructures, Aziz Mahamat Saleh, et l'opposition, ont convenu du retour au Tchad de Hassan Barkaï, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad. Aziz Mahamat Saleh a salué cet accord, soulignant que 3 ans après le début de la transition, la situation est en phase de finalisation grâce au leadership du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. 3 ans après le début de la transition, nous sommes en phase de finalisation de cette transition grâce au leadership, il faut le reconnaître, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans cette transition. Le Tchad est en passe de réussir la fin de sa transition, ce qui est un exploit puisque la plupart des pays qui sont en transition sont encore loin d'arriver à cela. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. Et nous sommes venus, à travers ce compromis politique, consolider encore la paix et la cohésion des Tchadiens. Et nous félicitons de ce compromis politique qui permet aujourd'hui à un mouvement, le MDJT, de rentrer en paix et en sécurité au Tchad. Il a un autre appelé les opposants encore en exil à rentrer au Tchad pour participer à la reconstruction nationale. Rappelons qu'au mois de juin, le président Félix Tshisekedi avait effectué une visite d'État au Tchad, ayant été marquée notamment par la cérémonie de son élévation au rang de Grand Croix, une décoration des plus hauts niveaux des ordres nationaux tchadiens. Et c'est la grande messe économique de la RDC. La 10e édition de Makutano a été lancée hier au centre financier de Kinshasa. C'est le président de la République qui a procédé au lancement des activités regroupant plusieurs personnalités sociales et politiques et les opérateurs économiques. Félix Tshisekedi a rappelé ces 6 engagements qui sont le socle de la marche suprême vers une RDC plus stable, indivisible et plus dynamique. Reportage de Rufus Lukanga. Centré sur des New Deal for Africa, un nouveau pacte pour une République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, cette 10e édition du Forum économique Makutano, en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a réuni quelques membres du gouvernement et autres personnalités du pays et d'ailleurs. Dans son allocution, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté aux participants les différents atouts de la RDC et a rappelé ses 6 engagements prioritaires, concluant par une invitation aux parties prenantes à ces assises à être des bâtisseurs d'un avenir prospère pour les générations futures. Il est aujourd'hui une vitrine du soft power congolais, une manifestation de notre capacité à rassembler divers acteurs autour d'une vision commune et à bâtir des alliances stratégiques pour l'avenir de notre continent
et de notre pays. Une organisation réussie de cette 10e édition, accompagnée par plusieurs partenaires dont Orange RDC, qui a marqué de ses empreintes. Dans son speech, l'initiatrice de l'International Business Forum Makutano, Nicole Soulou, croit en une Afrique unifiée et prospère en 2050, où la République démocratique du Congo, pointée au cœur de l'émergence africaine. Le New Deal africain, c'est notre réponse. C'est notre vision d'une Afrique qui se construit, non plus sous l'influence des autres, mais par elle et pour elle-même. Bien sûr que des partenaires sérieux venus d'ailleurs auront toujours leur place dans le nouvel écosystème qu'appelle le New Deal africain. Mais ce sera des partenariats au service de la vision que l'Afrique se définira. Du 13 au 15 novembre 2024, Makutano 10e édition prévoit plusieurs thématiques dans ses différents panels à divers sites ciblés. La première ministre Judith Suminwa a représenté le chef de l'État Félix Tshisekedi à la réunion présidentielle organisée par la Banque africaine de développement ce mercredi au cours de la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 à Bakou. La dite réunion s'est penchée sur le financement de la lutte contre le changement climatique et la comptabilisation du capital naturel par les pays africains sous la présidence de Denis Sassou Nguesso et de William Ruto. Selon la Banque africaine de développement, BAD, l'Afrique, avec ses vastes forêts séquestrant les carbones et ses ressources mûres pour la croissance verte, dispose d'un potentiel énorme pour favoriser l'accès à l'énergie propre pour des millions de personnes. Pourtant, l'Afrique subsaharienne reçoit moins de 3% du financement climatique mondial, ce qui entrave les efforts visant à faire progresser le plan national d'adaptation et les contributions déterminées au niveau national. Dans ce cadre, la Première ministre a revendiqué la valorisation adéquate du capital naturel de la RDC qui rend d'importants services environnementaux et écosystémiques. J'ai bien noté qu'une valorisation adéquate du stock de capital naturel de nos États pourrait entraîner des énormes retombées économiques et financières de nos nations et nos populations. À titre d'exemple, une estimation générale des services de séquestration du carbone du bassin du Congo indique qu'il pourrait potentiellement générer une valeur d'environ 55 milliards de dollars par an pour notre région d'Afrique centrale. Judith Suminwa a estimé les patrimoines naturels de la RDC en termes de milliards de dollars américains. Selon les estimations effectuées en 2018, la valeur de ce patrimoine serait estimée à environ 316,1 milliards de dollars américains. Malheureusement, sa contribution à la formation du produit intérieur brut reste encore extrêmement faible. Ainsi, œuvrer à la juste valorisation de ce patrimoine est, me semble-t-il, très important pour soutenir l'accélération urgente du développement de notre pays. La chef du gouvernement considère la rémunération à juste titre du capital naturel de la RDC comme un impératif à l'amélioration du bien-être des Congolais. Judith Suminwa a appelé les présidents africains à un engagement commun afin de permettre des avancées concrètes et rapides pour l'Afrique en général et pour la RDC en particulier. Notons que la COP29 sert aussi de plateforme aux dirigeants africains pour présenter l'initiative « Mesurer la richesse verte de l'Afrique » qui vise à redéfinir les économies africaines. Et les travaux en commission des États généraux de la justice se poursuivent. Le garde des Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une visite de différentes commissions mercredi. Cette initiative vise à recueillir les avis et propositions des acteurs du secteur judiciaire pour améliorer l'accès à la justice et le respect de l'état des droits en RDC. La journée a débuté au centre interdiocésain où les ministres a échangé avec les membres de la commission sur divers sous-thèmes cruciaux. Parmi ceux-ci, l'état des droits et l'accès à la justice ont été au cœur des discussions. Les participants ont soulevé plusieurs enjeux, notamment la nécessité d'installer des tribunaux de paix dans les zones où ils sont absents, ainsi que l'importance de la proximité de la justice pour les citoyens. Les intervenants ont également plaidé pour un meilleur accès à l'aide légale, des propositions
ont été formulés pour créer des bureaux de consultation gratuits conformément aux dispositions légales en vigueur. L'idée d'une structure dédiée à l'aide judiciaire a également été avancée avec un système de financement par les provinces pour garantir que les plus démunis puissent bénéficier de ces services. Un autre point essentiel abordé a été la traduction des textes juridiques dans les langues nationales. Cette mesure vise à garantir que chaque citoyen puisse comprendre ses droits et obligations, rendant ainsi la justice plus accessible. Au terme de cette rencontre, le ministre d'État Constant Mutamba a salué l'engagement des acteurs présents et a promis de prendre en compte leurs recommandations dans l'élaboration des politiques judiciaires. Les États généraux de la justice se poursuivent avec l'espoir d'instaurer un cadre judiciaire plus inclusif et efficace pour tous les Congolais. La RDC et le FMI sont parvenus mercredi à un accord de solution et de soutien de 2,87 milliards de dollars, a annoncé mercredi soir le ministre des Finances Doudou Fwamba après une rencontre entre les deux parties. Cet accord concerne deux programmes, à savoir le programme triennal formel FEC et le programme climatique soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité que la RDC recevra sur les 3 prochaines années. Dans un tournant historique pour la République démocratique du Congo, le Fonds monétaire international vient d'annoncer un programme triennal inédit d'un montant de 2,8 milliards de dollars américains destinés à soutenir la croissance économique et la stabilité financière du pays. L'annonce a été faite par le chef de mission du FMI au président de la République Félix Tshisekedi en présence du ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST. L'accord historique signé avec le FMI est une reconnaissance de la rigueur et de la transparence dans la gestion des finances publiques, imprimé par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde, ministre des Finances depuis son entrée en fonction, sous l'encadrement du président Félix Tshisekedi et du conseiller économique souminois. Le ministre des Finances a dirigé des négociations intensives menées jour et nuit durant 14 jours afin de sécuriser les financements cruciaux pour le pays. Il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. La République démocratique du Congo bénéficiera de ce programme pour renforcer ses infrastructures, diversifier son économie et promouvoir des initiatives de résilience face aux défis climatiques et environnementaux. Ce soutien financier marque un tournant dans les relations entre la RDC et le FMI, ouvrant la voie à des nouvelles perspectives de croissance durable. Et à l'Assemblée nationale, Alexis Guissaro, Guilain Niembo et Kizito Pakapomba, respectivement ministre des Infrastructures et Travaux Publics, vice-premier ministre, ministre en charge du plan et ministre des Mines, ont été auditionnés hier par les élus nationaux lors d'une plénière consacrée au contrôle parlementaire. Ces membres du gouvernement se sont expliqués sur l'évolution de certains projets, dont le projet de développement local de 145 territoires, la réhabilitation et la construction des routes à travers le pays, ainsi que la problématique du secteur minier. Il s'agit de cette question orale avec débat adressée à 3 membres du gouvernement, dont 3 au vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, 3 autres au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, et une dernière au ministre des Mines, Kizito Pakapomba. Avant d'entamer le débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement a précisé que le contrôle parlementaire n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais plutôt de l'inviter
invité à éclairer la lanterne publique sur une question donnée de la gestion faite par son ministère. Cet exercice, au contraire, va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés des soucis soulevés par les députés nationaux. À propos de la question relative au taux d'exécution financière et physique du projet de développement de 145 territoires dans les zones victimes des conflits armés, cas du Massissi et dans les provinces de la Mongala et du Maïndombe, le ministre en charge du plan a évoqué un taux d'exécution financière de 58,49% contre un taux d'exécution physique de 32,48% sur tous les chantiers de la République qui compte déjà 518 écoles construites sur les 1198 prévues et 59 bâtiments administratifs érigés sur les 145 prévus. Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution des travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guilain Yembo a évoqué en premier lieu le début tardif des travaux intervenus en 2023, alors que le lancement réel du PDL 145 territoires a eu lieu en 2021. Concernant la problématique des infrastructures routières en RDC, le ministre d'État, ministre des ITP, s'en est remis aux élus nationaux, autorités budgétaires pour faire respecter la répartition et le décaissement du budget alloué à chaque ministère en sollicitant une maximisation du budget alloué à son ministère au vu du nombre des routes prioritaires à construire et à réhabiliter. Intervenant en dernier lieu sur la problématique du secteur minier, de l'exploitation minière et du respect des cahiers des charges par les sociétés minières dans les provinces du Sud Kivu, le ministre des Mines, Kizito Pakapomba, a étalé aux députés nationaux les difficultés rencontrées dans ce secteur capable d'améliorer les conditions de vie des populations, mais qui fait malheureusement face à la violation de l'ordre établi, la prolifération d'exploitation illégale par les sociétés étrangères, les intimidations des services de l'administration minière par les services de l'ordre commis à la protection des carrés et périmètres miniers. Après plus de 11 heures de débat, à la suite duquel sont intervenus les membres du gouvernement pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux, les auteurs de ces questions, quoique insatisfaits, ont tous livré des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de leurs secteurs respectifs, notamment en ce qui concerne la matière en rapport avec leurs questions orales. Le projet dédié budgétaire exercice 2025 de la province du Haut-Katanga a été déposé à l'Assemblée provinciale. Le président de cet organe délibérant a salué le gouvernement provincial pour avoir déposé ce projet bien avant le délai imparti, une première dans cette province. Le mercredi 13 novembre 2024, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabomamba, a reçu en son cabinet de travail le projet dédié budgétaire pour l'exercice 2025. Ce document a été officiellement remis par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, accompagné du vice-gouverneur et de quelques membres du gouvernement provincial. Nous attachons beaucoup d'importance à ce travail parce qu'il s'agit d'un crédit que l'Assemblée provinciale va devoir nous accorder pour assurer notre fonctionnement afin de garantir l'intérêt de la population, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le budget est estimé à 1716 milliards 333 millions 301 000 francs congolais. Le président de l'organe délibérant a exprimé sa gratitude au gouvernement provincial pour avoir respecté les délais légaux en soumettant ce projet dans les temps impartis. Les prochaines étapes prévoient la présentation et la défense de ce projet en séance plénière en vue de son adoption par les députés provinciaux. Et à présent, des nouvelles de la défense. Il s'est ouvert hier à Kinshasa une réunion préliminaire entre experts militaires des forces armées de la RDC et des forces de défense du peuple ougandais UPDF. Cette réunion était centrée sur la mise en œuvre des directives issues de la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni le 31 octobre dernier à Kampala concernant les opérations Shuja. Plus de détails dans ce reportage de la presse militaire.
Ouverture ce mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa de la réunion préliminaire du groupe des experts de forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Cette séance de travail porte sur la mise en œuvre des directives issues de la dernière rencontre du 31 octobre dernier à Kampala entre le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'RDC sur les opérations conjointes Shuja contre les forces démocratiques alliées ADF, MTM, ISCAP. Ces travaux ont débuté à Beni du jeudi 7 au samedi 9 novembre dernier avant de se poursuivre à Kinshasa. Ici, ils ont été lancés par le lieutenant-général Ichali Gonzandoro Jacques, chef d'état-major général adjoint de FARDC, chargé des opérations et du renseignement, en présence du lieutenant-général Kayonja Mwanga, chef d'état-major de la force terrestre de l'UPDF et de l'ambassadeur ougandais en RDC. Le sous-chef d'état-major des opérations à l'état-major général, le général-major Chiko Chitambwe, et les commandants des secteurs opérationnels d'Elituri et Soukola, un Grand Nord, prennent également part à ces travaux. Les conclusions de la dite cérémonies seront présentées au chef d'état-major général de FARDC ce jeudi 14 novembre 2024. Et je le disais en titre, la campagne électorale a été lancée ce jeudi sur toute l'étendue de 2 circonscriptions, à savoir Massi-Manimba et Yakoma, et elle va se clôturer le 13 décembre 2024 à minuit. C'est la Commission électorale nationale indépendante qui l'a annoncé mercredi dans un communiqué soulignant que les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble de ces 2 circonscriptions électorales précitées. De retour ici dans la capitale, dans un communiqué rendu public mercredi, le gouverneur de la ville a suspendu tout acte d'engagement signé au grade de commandement de janvier 2022 au 30 septembre 2024, mais aussi les recrutements et avancements en grade effectués de janvier au 30 septembre 2024, ainsi que toutes les promotions faites de janvier au 30 septembre 2024 à la DGRK. Dans un communiqué officiel publié par les cabinets du gouverneur, l'autorité provinciale suspend également tous les recrutements et avancements en grade effectués de janvier au 30 septembre 2024, ainsi que toutes les promotions faites de janvier au 30 septembre courant. Ces décisions ont été prises après les rapports des états des lieux dressés par l'équipe dirigeante nommée par arrêté NSC-CAB-101-GVK-DBL-2024 du 27 septembre 2024 au sein de la Direction générale des recettes de Kinshasa. D'après les mêmes documents, l'édit rapport est caractérisé notamment par des arriérés des salaires et primes de plusieurs mois à l'égard du personnel, des multiples dettes contractées et non payées envers des divers partenaires et des recrutements irréguliers du personnel en violation des instructions de la hiérarchie, pourtant ayant interdit tout engagement et mouvement du personnel. S'appuyant à la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services de l'État congolais, les chefs de l'exécutif de Kinshasa soulignent que les promus conservent leur grade antérieur, alors que les différentes personnes recrutées devraient cesser de prester au sein de la régie financière de la province. Pour faire respecter la décision, une commission technique sera mise en place. L'autorité provinciale appelle le directeur de la DGRK à l'exécution de cette décision, et cela de manière urgente. Et la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, vient de bénéficier de 5 km de routes en pavé réhabilitées dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, STEP 2, et grâce au financement de la Banque mondiale et sous la supervision de la CSPP du ministère des Finances. La cérémonie inaugurale est intervenue sous une pluie, signe des bénédictions pour les habitants du chef-lieu de la province qui vont désormais rouler sur des bretelles complètement modernisées. Même la douce pluie qui a arrosé Bukavu n'a pas refroidi l'enthousiasme, moins encore la ferveur pour ses habitants. C'est le vice-gouverneur du Sud Kivu et gouverneur intérimaire, maître Jean-Jacques Elakano, accompagné des responsables de la CSPP, a coupé les rubans symboliques marquant l'inauguration des 5 premiers kilomètres des routes en pavé.
Les bretelles concernées par cette première phase sont la bretelle Mater Dei jusqu'à l'entrée EDAP à Muungu, l'avenue Kindu rond-point ISP Bukavu, l'avenue de la Montagne, l'avenue Kasai jusqu'au rond-point Sinelac, ainsi que l'avenue des ouvriers en commune Nodibonda. Le tout pour un coût total de 2 217 230,01 $ américains. Ces travaux ont consisté en l'aménagement de 5 km des routes pavées en pierre volcanique taillées avec des ouvrages d'assainissement, des drainages et des franchissements. L'objectif principal est de désengorger les voies principales et de fluidifier la circulation dans le chef-lieu du Sud Kivu. Ces routes, construites grâce au programme TINO, sont un exemple clair de la manière dont les programmes de protection sociale pouvant être un déclencheur de développement économique et l'occurrence de la ville de Bukavu. En parallèle, les travaux pour 5 autres kilomètres de routes ont été lancés. Le vice-gouverneur a posé la première pierre pour marquer le début des travaux. 5 axes prioritaires choisis en concertation avec les autorités urbaines des 3 communes de Bukavu visent également à désengorger et fluidifier les centres-villes. Les routes concernées incluent les prolongements de l'avenue de l'Athénée, les ronds-points paroisse de Bagira, la sortie de Nyakavogo, les ronds-points Carrefour en passant par la maison communale de Kadoutou, les ronds-points Pazapa, l'avenue Route Snell à Muungu-Bilala et l'avenue des ouvriers sortie industrielle. Ces travaux comprendront la réhabilitation des routes avec des pavés en pierre volcanique taillée ainsi que la construction d'ouvrages d'assainissement et de drainage. Nous sommes en train de palper de nos doigts les changements tant entendus, les changements qui avaient été promis par les chefs de l'État. Financé par la Banque mondiale à travers les fonds sociaux de la République dans le cadre du projet de stabilisation de l'Est pour la paix, STEP 2. Et l'actualité à l'international, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche après l'avoir quitté sur fond de contestation. Le président élu a rencontré son farouche adversaire pour discuter de la transition, une transition qui sera fluide et paisible à l'image des discussions que ces derniers ont eues. Benjamin Moudiata nous en parle dans ce commentaire. Le convoi de Donald Trump a franchi en fin de matinée l'entrée sous haute surveillance de la Maison-Blanche. Joe Biden, qui avait battu Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2020 et était initialement son rival pour le scrutin de la semaine dernière, avant d'être poussé à renoncer à sa candidature, l'a accueilli dans les bureaux ovales. La réunion entre le président élu Donald Trump et le sortant Joe Biden a duré un peu plus de 2 heures et a été substantielle, d'après la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, qui a laissé entendre qu'ils ont discuté de questions importantes des sécurités nationales et de la politique intérieure auxquelles la nation et le monde font face. Installés côte à côte dans les bureaux ovales, renvoyant une image paisible et sympathique, les deux dirigeants ont promis d'effectuer une passation de pouvoir en douceur. Un échange fructueux à l'issue duquel Donald Trump, le président élu, a déclaré au New York Post avoir beaucoup discuté du Proche-Orient avec le président sortant. Il a dit, je cite, « Je voulais connaître ses positions. Il me les a données. Il est très aimable. » Les conseillers à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, a déclaré pour sa part que Joe Biden a souligné que le soutien à l'Ukraine était dans l'intérêt sécuritaire de Washington, car une Europe forte et stable éviterait aux États-Unis de se retrouver entraînés dans une guerre. Rappelons qu'avant de se rendre à la Maison-Blanche, Donald Trump a rencontré mercredi les élus républicains de la Chambre de représentants, dont tous les sièges étaient remis en jeu en parallèle à l'élection présidentielle. Les républicains vont y conserver la majorité, selon les projections d'Edison Research, après avoir repris le contrôle du Sénat aux démocrates. Le milliardaire Elon Musk, soutien de Donald Trump, a été chargé par le président élu de co-diriger un nouveau département fédéral de l'efficacité gouvernementale. Lui aussi était également présent à la rencontre avec le parlementaire républicain.
Rapidement, cette actualité, avant de passer au rappel des titres, nous y reviendrons dans notre édition du soir. Délicé Sanga aurait été interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il manifestait ici dans la capitale contre toute tentative de révision ou de changement de la Constitution. Il a été arrêté avec plusieurs autres militants de son parti politique, a dit Ados Ndombasi. L'information vient donc de nous parvenir. Place au rappel des titres à présent. Crise au Tchad, nouvelle rencontre sous la médiation de Félix Tshisekedi organisée mercredi ici dans la capitale. Le facilitateur a pu obtenir le retour d'un autre opposant, le docteur Hassan Barkaï, président du parti politique Union des forces démocratiques du Tchad. Ils étaient tous ici à Kinshasa. Plus qu'une dernière étape avant la tenue proprement dite des législatives dans les circonscriptions de Yakoma et de Massimanimba. La campagne électorale, elle, a été lancée. Et aux États-Unis d'Amérique, la transition se prépare dans le calme et sans accroc. Donald Trump a rencontré son successeur et désormais son prédécesseur Joe Biden à la Maison-Blanche. Les deux personnalités ont affiché une entente surprenante. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.